On va accueillir maintenant Jean Villanova. Jean Villanova, vous êtes juriste spécialisé en droit médical. Pour ceux qui viennent aux entretiens médicaux d'Anguin régulièrement, vous êtes un habitué des entretiens médicaux d'Anguin. Vous êtes responsable de l'Observatoire des professions de santé médicale à la médicale, donc qui est une compagnie d'assurance, une mutuelle, non? C'est ça, une compagnie. Voilà. Et vous êtes professeur de droit à l'Université de Lille. Aujourd'hui, on vous a confié un sujet difficile parce que, en effet, pour un nombre encore trop important de malades, au bout du cancer, il y a la mort. Et comment aborder la fin de vie? Que dit la loi? Quels sont les aspects éthiques et juridiques à prendre en compte? C'est pas très gai, mais ça fait partie aussi du parcours de cancer et c'est la mission qu'on vous a confiée aujourd'hui. Bien sûr, une très belle mission, très noble, je vous en remercie. Je voudrais d'abord que j'admire la communauté unie des malades et des praticiens qui luttent contre le cancer. Il me semble qu'un tel concentré d'intelligence, de don de soi, de courage et de technologie au service du meilleur fait que le cancer sera vaincu. Il reste maintenant déterminer la date. Mais c'est vrai que ma situation est singulière puisque je vais vous parler de la loi sur la fin de vie, une façon de plomber l'ambiance dans une certaine mesure. Pourtant, accordez-moi le fait que je ne vais pas plomber l'ambiance. La fin de vie nous concerne tous. Les patients qui souffrent du cancer comme les autres. Et beaucoup de patients qui souffrent du cancer finiront leur vie pour une raison tout à fait autre que le cancer, parce qu'ils en auront été guéris. Mais il est vrai que notre société a une approche de la mort qui est une approche très complexe. Il suffit de lire les discours qui vont du téméraire au délirant. Puisque la mort est le problème, on va supprimer la mort. Il y a des gens qui sont contre la mort, comme il y a peut-être des gens qui sont contre la pluie ou le beau temps, ou contre le jour ou la nuit. Mon propos, lui, ne sera pas téméraire, ni délirant, du moins je l'espère. Il sera celui du juriste. Comment assurer à la personne dont la vie s'achève, effectivement, de la dignité et un apaisement, un évitement de la souffrance. Je reviens un instant sur le cancer. Je suis très attaché à cette question. Il faut que le regard sur le cancer change. Nous devons avoir un regard individuel et collectif sur la maladie. Qu'est-ce que le cancer? Une maladie grave, certes, mais une maladie grave comme les autres, dont on guérit aussi de plus en plus souvent. Je crois que si le regard de la société venait à changer, ce serait déjà une merveilleuse victoire contre le cancer. C'est aussi la société qu'il faut soigner contre le cancer. Et sur un point qui m'irrite, les longues et douloureuses maladies, je n'aime pas ce terme. Longue et douloureuse maladie, ça induit du mystère, ça induit de la peur. Nous ne sommes plus des enfants, appelons les choses par leur nom et le cancer par son nom. Alors le droit maintenant. Le droit, il y a une collision entre la conscience individuelle de chacun et le droit. Je pense que l'intimité la plus grande pour chacune et chacun d'entre nous, c'est le regard que l'on porte sur notre propre fin, sur celle de nos proches. Et voilà que le droit s'invite. Le droit s'invite. Le droit, c'est-à-dire un cadre légal, strict, rigide, qui s'applique à toute une collectivité. Comment faire coïncider le regard totalement intime que je porte sur ma fin et le droit qui s'applique à la collectivité? C'est une gageure, c'est un anachronisme. Et pourtant, c'est là le paradoxe, il y a une loi, et je crois que cette loi, il faut s'en féliciter. Je vais tenter de vous démontrer en quelques minutes pourquoi. Je crois que cette loi est une bonne loi, et peut-être même une grande loi. Alors vous me jugerez peut-être effronté ou péremptoire, et le juriste ne doit pas être effronté et péremptoire. Il doit être humble et prudent. Les mauvais juristes, ce sont ceux qui plaident sur les marches du palais devant des caméras de télévision, ou ceux qui critiquent sur ces mêmes marches du palais et devant ces mêmes caméras une décision de justice. Dans une démocratie comme la France, la critique d'une décision de justice se fait devant une cour d'appel, pas devant les caméras de télévision. Cette loi est peut-être une grande loi. D'abord parce qu'elle a une qualité. Elle n'est pas clivante, si je reprends ce qualificatif à la mode, particulièrement peu élégant. Elle n'est pas clivante, elle ne satisfait personne. Ni les partisans de l'euthanasie et du droit à mourir, du suicide assisté, qui considèrent que la mort leur appartient et qu'ils doivent en décider. Ni les partisans pour qui la vie est un concept sacré que l'on ne doit absolument pas abréger. C'est dire que le législateur se situe sur une crête par définition étroite, qui renvoie à leur querelle parfois un peu lourde les militants de tous les bords. Et à la lecture et à l'analyse du texte de loi, on se dit que le législateur a vraiment cherché à garantir à la personne dont la vie s'achève la dignité et l'évitement de la souffrance. Il me semble que, de ce point de vue-là, on a toutes les raisons d'être fiers de notre législateur. Et peut-être aussi une bonne raison d'être fier d'être juriste, celui qui sert le droit. Alors, nous ne partons pas de rien, puisqu'il y a déjà une loi du 22 avril 2005, la loi dite Leonetti, dont tout le monde a parlé mais que personne ne connaît, qui prévoyait déjà le droit à laisser mourir une personne
par l'arrêt de traitements inutiles et disproportionnés dans le simple but de la maintenir en vie. Cette loi existait et cette loi était sans doute une loi intéressante, non clivante, mais elle a été peu appliquée parce qu'elle était peu connue. Alors le législateur s'est donc penché sur le travail et a donc complété cette loi. On a conservé l'esprit, pas de suicide assisté, pas d'euthanasie, mais on a éclairé, on a donné donc des définitions nouvelles, peut-être plus précises. La loi sur la fin de vie donc, du 2 février 2016, aujourd'hui, s'appuie sur un certain nombre d'axes. Il y a d'abord le refus du traitement formulé par le patient, la lutte contre la souffrance, les directives anticipées, la personne de confiance et enfin la formation et l'information des personnels, des personnes donc appelées à accompagner la personne dont la vie s'achève. Alors, il y a dans ce texte des dispositions nouvelles, des articles forts qui ont été rédigés par le législateur, notamment le droit accordé désormais à toute personne à une fin de vie digne, accompagnée d'un apaisement de la souffrance. C'est écrit dans la loi. C'est le marbre, la loi. C'est écrit dans le marbre. C'est difficile. Une fin de vie digne, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot est fort, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Le législateur ne va pas faire le choix de la subjectivité. Il va être objectif. Ça veut dire que cette fin de vie digne, ce concept aussi difficile à maîtriser, eh bien, il va le cadrer dans un périmètre. La fin de vie digne, c'est d'une part le refus du traitement, et d'autre part, la lutte contre la souffrance. Alors, commençons par le refus du traitement. C'est fini la négociation. Les médecins ne négocient plus avec leurs patients. Vous avez décidé de mourir, je dois vous convaincre qu'il faut vivre. Je dois vous convaincre que vous devez changer de décision et poursuivre votre vie. C'est terminé. La personne qui signifie son refus du traitement, eh bien, désormais, devra être respectée dans sa décision. Certes, le médecin humaniste, l'équipe, pas seulement le médecin, les humanistes qui sont autour de lui vont lui expliquer les conséquences de sa décision, surtout si sa vie approche de son terme. Mais enfin, ce refus du traitement, désormais, fait partie donc des droits régaliens du patient. Et ce refus du traitement s'entend également pour les traitements avec obstination déraisonnable, l'alimentation et l'hydratation. Nous, les juristes, nous sommes battus pendant des années. Est-ce qu'alimenter et hydrater une personne en fin de vie inconsciente, est-ce que c'est un acte médical ou est-ce que c'est un humanisme? La loi tranche. C'est un acte médical. Et l'obstination déraisonnable peut également porter sur le fait d'hydrater ou de nourrir une personne dont la vie est sur le point de s'achever. La lutte contre la souffrance, c'est un point important, la lutte contre la souffrance, éviter la souffrance à la personne qui nous quitte, qui s'en va. La lutte contre la souffrance, le législateur, là encore, a voulu fixer un périmètre. Pas d'obstination déraisonnable et la conduite vers une sédation durable et continue, altérant la conscience jusqu'au décès. Mais ce n'est pas n'importe comment et n'importe quoi. Deux conditions. Il faut d'une part que ce patient, donc, qui souffre d'une pathologie à pronostic vital très défavorable, entraîne pour lui des souffrances réfractaires au traitement. C'est le premier cas. Je ne peux pas demander demain une sédation durable et continue si je ne suis pas dans ce cas-là. Ou deuxième situation, le patient qui a refusé le traitement, dont je vous parlais tout à l'heure, se trouve, du fait de ce refus, face à des douleurs insupportables et donc demande cette sédation durable et continue qui va lui être administrée. Je pense qu'ici, le législateur a certainement imaginé chercher un chemin sur la terrifiante, la terrible, la malheureuse affaire Vincent Lambert. L'affaire Vincent Lambert, moi je pense tous les jours à cette affaire et à ce malheureux patient Vincent Lambert. J'y pense chaque jour, en tant que juriste, mais en tant qu'être humain. Vincent Lambert n'est pas accessible à ce processus de sédation durable et continue. Pourquoi? Parce que biologiquement, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. On ne sait rien de sa volonté. Son état post-relationnel échappe complètement à la mise en place d'un protocole de sédation durable et continue. L'affaire Vincent Lambert marque les limites de l'intelligence humaine, marque les limites des solutions humaines. Il faut que nous, êtres humains, acceptons une fois pour toutes des situations qui échappent à notre intelligence ou à nos solutions. Je pense que la situation de Vincent Lambert, c'est cela. Parce que quelle que soit la décision qui sera prise un jour, si elle est prise, il n'y aura que des perdants. Je me dépêche, la terrible cloche de M. Durousseau vient de sonner, j'accélère. Les directives anticipées. Les directives anticipées, ce sont donc des éléments également écrits qui ont été prévus dans la première loi et qui sont aujourd'hui clarifiés. Il y a un décret et un arrêté qui permet de rendre ces directives anticipées opérantes dès tout de suite. Alors, la directive anticipée, je vais écrire des directives, éventuellement en me faisant aider par un médecin, donc qui manifeste ma volonté
le jour où je serai en situation d'être en fin de vie. La Haute Autorité de Santé a déjà mis en place dans son site internet donc, des formulaires types. Alors il y a un premier formulaire pour les patients qui sont effectivement dans une situation de diagnostic très défavorable, dont la fin de vie se prépare, et une autre situation où la personne est en bonne santé ou se croit en bonne santé. Les directives sont rédigées et elles doivent être respectées, sauf dans 2 situations. Première situation, la situation d'urgence vitale totale. Il faut d'abord faire un diagnostic médical. Et la deuxième situation, lorsque la directive est inappropriée par rapport à la situation médicale. Un point important sur ces directives, elles sont rédigées par la personne capable, certes, mais également par la personne incapable, majeure, avec l'accord du conseil de famille ou du juge des tutelles. Par contre, le mineur ou le pré-majeur de 16 ans, lui, n'a pas accès à cette directive anticipée, alors qu'il est déjà un adulte presque du point de vue de la science médicale. Il peut s'opposer à la levée du secret, il peut s'opposer à des soins. Bon, voilà, c'est ainsi. La personne de confiance n'est pas seulement la personne que l'on prévient, c'est celle qui est la parole du patient lorsque celui-ci ne peut plus s'exprimer, et son avis prévaut sur tous les autres. On rédige et elle co-signe le document. Et enfin, la formation. La formation et l'information. Je travaille beaucoup avec des professionnels de santé, et certains, je le sens, me le disent, ou me le laissent supposer, me le laissent penser. On n'est pas formé pour accompagner les gens à la mort. On est formé pour lutter contre les maladies et guérir si c'est possible. C'est la raison pour laquelle il y a eu parfois cette retenue sur la loi Leonetti. Il faut faire de la formation. La loi prévoit d'ailleurs effectivement la formation aux soins palliatifs, la formation et l'information. C'est par là que passera effectivement ce processus. Je crois que notre statut d'être humain, le droit ultime qui a trait à notre statut d'être humain, c'est ce droit effectivement à une fin de vie digne et apaisée. Un mot, puisqu'il me reste encore un tout petit peu de temps, sur le droit à l'oubli. La précédente oratrice en a parlé. La convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. C'est une magnifique avancée pour les patients qui souffrent du cancer et d'autres pathologies. On va oublier que vous avez été malade. Vous avez besoin d'emprunter de l'argent et de vous assurer pour cet emprunt. Eh bien, après un certain délai fixé par des textes, eh bien, vous n'aurez plus à déclarer que vous avez été victime d'un cancer dont vous êtes guéri. Alors la loi prévoit un certain nombre de dispositions. Le délai d'oubli après la fin du protocole varie de 1 an à 10 ans selon la nature du cancer. De 1 an à 10 ans. Cancer du sein, 1 an pour certains cancers du sein, 10 ans pour d'autres. Et pour les cancers pédiatriques, donc le droit à l'oubli démarre 5 années après la fin donc, du dernier protocole. Je trouve que c'est une merveilleuse avancée qui rend vraiment de la noblesse et qui honore tous ceux qui y ont travaillé, les associations de lutte contre le cancer, les associations de consommateurs, l'État qui a eu un rôle important, et les assureurs et les banquiers ont joué le jeu, ce qui est tout à leur honneur également. Donc, la fin de vie, la mort, je termine là-dessus. Je suis maintenant un vieux juriste, et les vieux juristes tentent à, non pas tel que vous, monsieur Enthoven, mais tentent à philosopher un peu. Vous ne philosophez pas, vous êtes un maître de la philosophie. La mort, c'est quelque chose que nous refusons dans nos sociétés occidentales. Hein, cette espèce de fantasme d'immortalité qui nous habite et contre lequel il faut parler, et contre lequel il faut lutter, parce qu'il ne nous mènera à rien. Cette loi, me semble-t-il, est un équilibre très juste entre « nous allons tous mourir », c'est notre destin. Vivre, c'est mourir plus tard. Hein, tout en respectant, malgré ce cadre rigide, légal, je suis juriste, je sais ce que c'est que le droit, c'est rigide, tout en respectant, je crois, la liberté, la dignité, donc, et l'évitement de la souffrance des patients. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, moi j'ai une toute petite question très très pratique. Vous avez parlé des personnes de confiance. Comment, à quel âge, on désigne une personne de confiance? Il y a un formulaire, il y a un numéro de téléphone, comment ça se passe? Alors, la personne de confiance donc, est une personne majeure donc, qui est choisie par vous, par moi, par le patient ou par le bien portant, donc qui sera sa parole, sa voix, le jour où elle ne pourra plus, le jour où ce patient ne pourra plus s'exprimer. La personne de confiance donc, fait partie des discussions dans le cadre de procédures collégiales. On arrête ou on n'arrête pas le traitement. Cette personne de confiance est désignée, elle co-signe un document, c'est un engagement solennel, elle est tenue au secret médical et elle peut être révoquée à tout instant par le patient lui-même.
Mais comment on la désigne? Par formulaire écrit. Il n'y a pas de formulaire type, par un courrier simple, courrier qui doit être accessible évidemment, comme d'ailleurs les directives anticipées, aisément à l'équipe de soins, à la famille, à la personne de confiance elle-même. Il n'y a pas de formulaire... Éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut faire devant un notaire? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, devant un notaire ou devant toute autre personne. Donc c'est sur un papier libre? Absolument, un papier libre. Merci beaucoup, Jean, pour votre éclairage, toujours captivant comme d'habitude.